Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Trouvé, fondateur et président de Midipil Mobility. Dans cet épisode, Benoît nous embarque à bord de son parcours plein de rencontres, de mobilité et de passion. Il a développé le véhicule idéal pour des millions de personnes, le véhicule qui nous permet de parcourir plusieurs kilomètres en autonomie en pédalant, ou non, et ce, avec la sécurité d'une voiture. Éternel optimiste et aventurier aguerri, il a passé 1 an sur un voilier en Atlantique et plus d'1 an en tandem à parcourir le monde. Benoît construit le projet de ses rêves, ici en Nouvelle-Aquitaine, et pourra, je l'espère, fabriquer son quadricycle dans les usines des grands constructeurs automobiles. Car oui, il est grandement temps de changer de modèle. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, je t'en prie, ça me fait très plaisir d'être là. Très content de te recevoir sur Le Pompon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, je m'appelle Benoît Trouvé. Donc je suis fondateur et président de Midipil Mobility. Ouais. Moi, je suis un Charentais d'origine. Yes. J'ai grandi à Cognac. Alors, j'y suis pas resté très longtemps. J'ai tout de suite bougé sur la région parisienne. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller à plein d'endroits du monde. Et je suis revenu il y a très peu de temps finalement, quelques années, par les hasards de l'histoire de la vie. Et je réapprends ma région avec en plus des racines que je découvre. Et en fait, j'ai même découvert il n'y a pas longtemps que j'avais un aïeul qui s'appelait Trouvé, donc Gustave Trouvé, qui a posé le brevet du premier véhicule électrique. Mais non. En 1881. Donc voilà, l'histoire, en fait, on ne peut pas l'inventer, mais en tout cas, il y a des liens très forts avec le passé. Ouais, trop cool. Bah alors attends, comment t'as trouvé ça, pardon ? Bah écoute, ça m'est tombé dessus un jour. J'ai du coup un Anglais installé en France qui écrit beaucoup sur l'histoire des technologies, notamment technologies électriques. Et en fait, il m'appelle avec son accent à couper au couteau et il me dit « Est-ce que vous êtes bien Benoît Trouvé ?» Je dis oui. Est-ce que vous savez que voilà, monsieur Gustave Trouvé, un des plus grands inventeurs de l'histoire de France, avec une 60aine de brevets actifs, avec tout un tas d'inventions autour de l'électrique, de la miniaturisation des moteurs électriques, des batteries, notamment bateaux électriques, véhicules électriques, tout ce qui va être détecteur de métaux, lampes frontales. Voilà, c'est lui qui a inventé tout ça. Et du coup, complètement dans l'oubli. Il n'a pas eu de descendance, donc je ne suis pas une descendance directe. Il est mort malheureusement d'une infection des mains, parce que c'est un grand bricoleur. Voilà, il a vécu en région parisienne pour grande partie de sa vie, et donc il a plus d'inventions que Tesla. Et donc on peut revendiquer en France le premier véhicule électrique au monde, qui a bien été inventé sur le sol français. Ok, donc au 19e. C'est ça, 1881, et donc avec une personne qui s'appelle Gustave Trouvé, donc je porte le même nom de famille et j'en suis tellement fier. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est énorme, tu te dis ok, je suis sur la bonne voie pour le coup. C'est clair, et puis moi ça a été plutôt un handicap en fait, mon nom de famille, Trouvé, parce qu'il y avait toujours la petite blague facile, et en fait je me dis aujourd'hui avec un nom comme ça, soit on fait de la recherche, soit de l'innovation. Moi j'ai choisi l'innovation. Ah bah trop bien, merci pour l'histoire. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Écoute, j'ai un père qui m'a beaucoup orienté sur la mécanique, donc c'est un gazard, donc vraiment on est dans l'ingénierie mécanique automobile. Il bricolait des Alpines, voilà, on aimait beaucoup faire la mécanique. Moi j'ai beaucoup bricolé ma mobilette, mon vélo, après ma mobilette, Lego technique, des choses comme ça. Donc j'ai baigné là-dedans, et moi je voulais faire de la Formule 1. Je voulais être motoriste Formule 1, c'était un petit peu mon adolescence. Donc voilà, et puis j'avais la chance en fait
fait d'aller au bord de la mer les étés et pendant les vacances. Ma mère étant originaire du bassin de Marennes-Oléron. Et là-bas, en fait, c'était un espace de liberté incroyable où on pouvait bricoler. On avait accès à un atelier et on allait sur l'eau. Et donc, beaucoup de voiles. Et donc, mon imaginaire, il était à moitié dans l'atelier et à moitié finalement dans la nature et sur les bords de mer. Ouais. Donc, je me suis construit avec un espace de liberté, que ce soit dans la création technique, mais aussi dans le déplacement. Et je pense qu'on va y venir, mais dans mon parcours de vie, j'ai eu besoin de tester pas mal de limites et d'aller voir très très loin ce qui s'y passait. Ouais, c'est clair. Et de trouver tous les moyens de se déplacer là aussi. Parce que déjà, tu parles de bateau et tout ça. Là. Trop cool. Tu as fait les arts et métiers ? Ouais, c'est ça. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études ? études ? Alors les arts, c'est évidemment une école hyper reconnue en France. C'est une des dernières écoles qui vous fait toucher à de la fonderie, de l'usinage. On est vraiment dans de la production de masse. On est dans une époque où en fait la France a fait le choix de délocaliser son industrie. On a 10% du PIB grand maximum qui est de l'industrie en France, quand on sait que la moyenne européenne c'est 16 et l'Allemagne doit être un peu supérieure à 20%. Donc c'est un vrai choix de société. C'est une école qui prépare à ça, qui est issue aussi de l'armement. C'est-à-dire que les arts et métiers, c'était avant tout de la technicité pour avoir des armes pour se défendre. Mais derrière, on a effectivement utilisé ces techniques pour en faire tout un tas d'autres objets, peut-être probablement beaucoup plus utiles. Donc on garde ça. C'est un réseau incroyable aussi. C'est une association d'anciens élèves de plus de 30 000 adhérents. Et finalement, une grosse camaraderie avec... j'ai toujours des collègues, des anciens potes qui n'arrêtent pas d'appeler, on fait des choses ensemble. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un esprit de corps et de camaraderie qui est très très développé. Et je savais aussi que c'est une école qui est un peu vue comme le couteau suisse, quoi. C'est-à-dire on sait un peu rien faire, mais on sait un peu tout faire. Dans les profils, on n'est pas très teinté, on est très industrie, mais on peut faire de l'industrie pour plein de choses. Et donc du coup, c'était une école, je pense assez généraliste qui ouvrait sur beaucoup de choses. Je me suis éclaté, franchement. J'y ai fait du Shell Eco-Marathon, donc c'est des petits véhicules qui parcourent le plus de distance possible avec le minimum de carburant. J'ai un record à mon actif de 2221 km pour 1 litre de samplon 95. Ah ouais. Voilà. Et donc, comment et tu les as fait où? Et en fait, donc c'est des projets étudiants, donc c'est super bien, c'est de l'applicatif. Au lieu d'être en cours, moi j'étais plutôt dans mon atelier. Et en fait, il y a des courses. En fait, les étudiants se retrouvent sur des circuits. Et puis en fait, on va tourner quelques heures, on va regarder les consommations, et puis après, on fait des extrapolations en se disant, waouh, si on avait eu tout ce temps-là, on aurait pu faire des milliers de kilomètres avec 1 litre. Mais c'est des projets où on va réfléchir sur le véhicule lui-même, on va réfléchir sur la motorisation, transmission. Donc c'était déjà pour moi une répétition générale de ce qu'allait être Midi Pile. Et puis derrière, il y a de la stratégie, c'est-à-dire comment sur la course, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accélérer très fort ou très doucement? On a du vent, on a plein de paramètres à gérer. Donc c'est hyper structurant. Et donc moi j'ai eu la chance d'être dans une école, en fait on avait beaucoup de moyens de production. Donc j'ai pu toucher à du composite, de l'usinage, de l'électronique, domaine de ce qu'on appelle la CFD, c'est-à-dire du calcul numérique pour l'aérodynamique du véhicule, puisque ça compte énormément dans la performance globale. Donc j'ai touché énormément de domaines. J'ai pu concevoir, fabriquer et tester, ce qui n'est pas donné aussi à tout le monde. Souvent dans les industries, notamment automobiles, c'est tellement spécialisé qu'on fait un petit bout, mais on ne fait jamais la totalité. Et j'étais tellement acharné que j'ai continué à prendre des élèves en projet de fin d'études, alors qu'après je continuais ma carrière, enfin je démarrais ma carrière professionnelle, parce que je n'avais pas fini le projet. Je m'accrochais, je voulais pas lâcher. Et donc du coup j'ai fait le projet sur 5 ans, où les études sont que 3 ans, pour continuer à développer le moteur, le mettre au point, pour avoir une perf à la fin. Donc voilà, je suis très fier de ça, mais ça donne aussi la ténacité, ça m'a construit. J'étais président de l'asso, j'avais absolument envie que ça aille au bout. Donc voilà mes années d'école d'ingé. Et fort de ça, je suis rentré dans une école d'application qui s'appelle l'école des pétroles et moteurs. Donc c'est lié à l'IFPEN, Institut français pétrole énergie nouvelle.
Je dis ça parce que c'est quand même un endroit où on va croiser les prochains cadres de Total. Bonjour. Bonjour. Ça vous forge une culture. Hein. On est vraiment dans le monde du pétrole. Alors, ça s'appelait d'ailleurs IFP. On a ajouté le petit EN énergie nouvelle parce que quand même, il faut changer un petit peu de siècle. Mais c'était aussi une chance très intéressante, enfin très très importante pour moi parce que ça m'a permis d'être trié un peu sur les volets. On est quand même en France. Le diplôme, ça a son importance, et de moins en moins vrai, mais ça reste quand même très vrai. Et du coup, c'est une vraie porte d'entrée pour rentrer, notamment chez les constructeurs automobiles. Vous avez l'étiquette ingénieur motoriste, et du coup, on accède à des postes beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui m'a permis du coup de commencer chez PSA. Donc PSA Peugeot Citroën, dans une équipe de mise au point. Du coup, pour le premier hybride diesel au monde, c'était une première mondiale sur 3008 En 2007, HY. c'est ça, fin des années 2000. Voilà, c'est ça. On est fin des années 2000. On est à un moment où le diesel, finalement, c'est un petit peu le moteur, on va dire, roi en Europe. Avant les Dieselgate de 2015. Donc, du coup, on en met même sur l'hybride. Rappelez-vous que c'est au moment où Le Mans intègre aussi sur des voitures de sport du diesel et ça va même gagner le Mans. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de baigner un peu dans cette époque-là. Et c'est un métier passionnant pour des jeunes ingénieurs. La mise au point, vous êtes les derniers à toucher le véhicule. C'est-à-dire que vous faites de la validation sur la partie électronique, que tout discute bien ensemble, puisque vous avez plusieurs calculateurs qui vont gérer plusieurs sous-systèmes du véhicule. Tout ça doit discuter par multiplexage. Et après, vous devez régler un moteur, une boîte de vitesse, un moteur électrique pour que les ressentis, les émissions de polluants, la sécurité, ce qu'on appelle la liaison au sol, donc tout ce qui va être le contrôle de traction, train avant, train arrière, puisque c'est un 4x4, tout ça se passe bien. Donc ça prend des années, mais on roule sur des lacs gelés, on va en altitude, du chaud, du froid, du lent, du rapide. On doit tout tester dans tous les sens. Donc voilà, hyper passionnant. Ça m'a vraiment structuré et fait une culture auto. Et puis, fort de cette mise au point, après, j'ai fait un petit peu de conception et j'ai fini par quitter parce que déjà la graine d'entrepreneur était là. Déjà, j'avais envie d'aller sur des véhicules beaucoup plus basse conso et j'étais déjà bloqué dans un constructeur automobile qui a vraiment ses canevas. Il faut le penser comme un gros paquebot et on ne peut pas changer. On peut mettre un coup de barre, mais le temps qu'il réagisse, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Et alors, juste pendant tes études, parce que tu prends ces études-là justement, mais tu as quoi en tête à ce moment-là ? Est-ce que tu te dis, il y a des nouvelles façons de se déplacer, en tout cas des nouveaux moteurs pour le coup, pour rester chez PSA, et tu te dis, bah voilà, je vais essayer d'aller impulser ça. Et pourquoi il y a si peu de personnes, alors je sais pas parce que je connais pas tous ceux qui sortaient, mais aussi qui vont s'intéresser à ce sujet-là, tu vois. Ouais. Et ben, c'est une époque où faut se remettre dans le contexte des années 2000. En fait, l'automobile est roi, on n'en a jamais autant produit. Il y a plusieurs technos qui arrivent sur le marché, notamment autour du diesel. On est sur la turbocompression. Enfin, techniquement, en fait, les gens autour de moi sont très attirés par la technique et moi aussi. On a envie. On parle de Formule 1, on parle de choses assez extrêmes. Et finalement, je suis un des seuls à me dire, moi, ma crise d'éco-anxiété, je l'ai fait juste derrière, genre 2012-2013. J'étais là, mais en fait, c'est la fin. En fait, c'est fini. En fait, ce modèle, il est caduque. Il faut tout changer. Il faut tout arrêter. Ça t'est venu comment alors, j'ai fait beaucoup de scoutisme et je pense aussi la voile, en fait, d'être sur les océans, de voir cette pollution tout le temps, sur les plages partout. Je pense avoir eu la chance d'aller dans la nature et de comprendre qu'on y est connecté et que en fait si elle va mal, nous on va mal. Voilà, et ça je pense que je l'avais en moi depuis tout le temps et du coup d'un côté j'ai une partie de moi, la schizophrénie, qui était attirée par l'aspect technologique. Mais je pense que c'est ce qu'on peut mettre sous le nom de progrès. C'est qu'un outil, en fait. C'est comment on l'utilise et à bon escient. Et de l'autre côté, une envie d'avoir une vie plutôt simple, plutôt connectée de là où on vient, finalement. Et je crois que c'est ça qui m'a permis aussi de surpasser un petit peu ces questionnements et de partir vraiment en quête de sens là, pendant plusieurs années en voyage. On va y venir, et je pense que je suis la synthèse de ça aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit, parce que tu dis c'est schizophrène, au final les deux peuvent aller de pair. Oui, ça peut.
Ça peut. C'est l'idée. Enfin, Ouais. j'espère que c'est ce vers quoi on tend. Ouais, ça peut. C'est Pas pas convaincu, évident. t'es pas encore complètement Non, convaincu. mais parce qu'en fait, l'humain a des travers. On reste dans des modèles. Par exemple, prenons l'automobile. Mhm. Aujourd'hui, je suis vraiment confronté à ça et je trouve que c'est un exemple typique. C'est-à-dire, on va demander aux gens de descendre de leurs automobiles. Et concrètement, aujourd'hui, tout le monde trouve ça farfelu et je peux juste le dire sur ce podcast, mais tout le monde va le faire en fait. Et on va pas avoir le choix. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique est déjà à 46 000 euros en moyenne qui peut se payer ça. Et puis après, les impacts que ça a pour fabriquer toutes ces batteries. Donc en fait, un modèle de véhicule thermique tel qu'on les connaît, remplacé par l'électrique, ça marche pas. Donc du coup, les gens vont devoir évoluer. Mais comment on fait en fait? C'est une vraie question. Comment on change les usages? Comment on change les habitudes? Vous imaginez, ça fait un siècle qu'on utilise l'automobile, ça fait 5 générations, on est né avec. Les petits garçons, surtout, mais aussi les petites filles. On leur met des petites voitures dans les mains dès qu'ils sont petits. Voilà, les 24 heures du Mans, les champions de ci, de ça, Michel Vaillant. Enfin, on a une culture très forte, très profonde, et c'est un processus qui prend du temps, et on n'a pas le temps. Ouais. Bah alors on fait comment? On est là-dessus. Comment on fait? Je sais pas. Nous on tente quelque chose qui est assez. Je pense assez ambitieux. On est en train de se réapproprier un peu une industrie de l'automobile avec un imaginaire d'un véhicule beaucoup plus compact, optimum, peu coûteux, simple, réparable. On est sur des considérations de l'automobile qui n'ont pas été les fondements à leur origine. Elles ont été uniquement techniques et industrielles. Et on est en train d'aller dans l'usage et de se dire que on va pas forcément le posséder. On va interagir avec d'autres. On va avoir des communs. C'est-à-dire qu'il y a des équipements qu'on n'a pas besoin d'avoir en propre chez soi pour quelques heures par an ou quelques jours, parce que ça coûte, parce que ça a des impacts pour les fabriquer. Et puis après, c'est le véhicule, la manière de fabriquer et vraiment tout son écosystème dans lequel il va interagir. Alors, il y a 50 discussions à avoir, mais il faut le penser comme une intégration locale, comme un écosystème de mobilité. Et vraiment, on change complètement d'univers. Et franchement, tout le monde y gagne. Sauf les quelques personnes qui sont encore à la tête de grosses entreprises qui, eux, n'ont peut-être pas encore envie de bouger. Mais ça va venir, on y reviendra. Tu l'as dit tout à l'heure, donc après cette année chez PSA, t'es parti, c'est ça? Pourquoi avoir quitté un grand groupe à ce moment-là? Ouais, alors plusieurs raisons. Donc fibre entrepreneuriale, impression de ne pas pouvoir être qui j'étais. Déjà à l'époque, je bassinais mes collègues en disant mais il faut faire des petits véhicules, il faut les faire comme ci, comme ça. Voilà, on interagissait beaucoup. J'étais assez proche des projets avancés dans ce qu'on appelait DRIA. Donc c'était toute la direction des recherches, projets, innovation. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'interactions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire. J'ai vécu la fin d'un projet qui s'appelait Hybridair. Donc c'était une petite hybridation sur de la compression d'air. C'était super bien gaulé, mais en termes de normes et les nouvelles normes qui allaient passer, en fait, on n'arrivait pas très bien à le valoriser. Et donc, voilà, j'ai un peu vécu ce projet comme non, mais on va jamais y arriver. En fait, c'est toujours le marché qui drive et on est en train de partir sur la démesure des SUV, donc des gros véhicules dont on n'a pas besoin, mais qui sont super rentables pour les constructeurs. Donc, en fait, tout le monde y va à 2 pieds en avant. Et des technologies hybrides, donc des bijoux de technologie qui ne sont pas valorisés pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui sont premiumisés, mis sur des véhicules où on va finalement acheter une conscience, on va acheter un hybride, même si c'est un gros véhicule, qu'il est très lourd et qui, au global, consomme quand même beaucoup, en fait, on s'achète une conscience en se disant que il est hybride et donc il y a une partie électrique zéro émission. Si la batterie est toute petite, on a un peu de gain, et puis on fait grossir la batterie, pour se dire en fait il fait encore moins d'émissions de CO2 sur cycle. Tout ça est un montage, et un montage, c'est-à-dire qu'il faut quand même le fabriquer, il faudra quand même le recycler et finalement l'énergie nécessaire pour bouger un gros tas de ferraille, s'il fait 2 tonnes, il est 2 fois plus important cette énergie que si ça fait 1 tonne. Donc vraiment bouger de la ferraille. 95% de l'énergie que vous consommez dans votre voiture, elle sert à bouger le tas de ferraille, elle ne sert pas à vous bouger vous, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans une période de profusion énergétique et même de profusion de matières premières, ce qui est une anormalité dans l'histoire de l'humanité. On pourra pas, tout le monde le sait, on ne pourra pas continuer sur ces considérations-là. Donc on a pris des habitudes sur des potentiels qui ne vont pas pouvoir durer.
Donc on est obligé évidemment de se réhabituer à d'autres standards, d'autres choses. Et si on ne veut pas le comprendre, t'inquiète pas, la nature, elle va nous le rappeler. Et à un moment, il va y avoir des choses tellement dures à vivre que ça va switcher d'un coup parce qu'on sera tellement pressurisé. Donc autant le faire volontairement. Exactement, on est bien d'accord. Tu peux nous parler de voyage? Tu es parti, donc tu as expliqué pourquoi tu avais quitté. Après, tu es parti pendant 2 ans, c'est ça? Alors, un an, je suis rentré, puis je suis reparti 2 ans. J'ai pas. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait pour le coup? Parce que tu as pas mal crapahuté. Alors, du coup, donc j'ai parlé un petit peu de bord de mer, de voile. C'est vrai que donc, on a acheté un bateau avec mon petit frère et on est parti faire le tour de l'Atlantique. Voilà, tout simplement. À peine 30 ans, lui avait 25-30, donc on était un peu dans la fleur de l'âge en se disant il faut qu'on découvre le monde. On est resté beaucoup chez nous, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc c'était d'aller voir en fait toutes les initiatives de jeunes sur les bords de l'Atlantique. C'était un petit peu ça le projet, ça s'appelait la route du forum. Donc il y avait tu l'écris comment, forum? Forum comme un forum. D'accord. F-O-R-U-M. Voilà. Je sais pas si comme c'était le tour de l'Atlantique, je me suis dit est-ce que c'est pas un petit R-H-U-M quelque part, mais... Il y avait ce clin d'œil là avec finalement un passage par l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est descendu par les côtes européennes, Madère, Canaries, puis après on est allé au Sénégal. On est descendu jusqu'en Casamance, puis on a retraversé par le Cap-Vert et on a fait tout l'arc antillais après, voilà, jusqu'à Haïti. Peu de gens vont à la voile à Haïti, hein, ça a des risques, et puis Cuba. Et puis après, on est rentré par les Bermudes, Açores. 1 an de voyage, waouh, une claque énorme. En fait, se dire déjà prendre du temps pour soi, avoir fait un stop dans nos vies à 300 à l'heure. Enfin voilà, moi j'étais jeune cadre, dynamique, région parisienne. J'envoie tout balader et de me dire je prends 1 an pour moi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent ça aujourd'hui. Et c'est une chance tellement incroyable juste de vivre à son rythme comme nous on veut. Et de pouvoir dire je vais à gauche ou à droite, ça a des impacts, mais tu es le seul responsable. Hein, tu dois t'en prendre qu'à toi-même. Mais du coup, de voir d'autres façons de vivre, de voir des imaginaires, des cultures. Voilà, moi, je découvre plus en profondeur l'Afrique, je découvre plus en profondeur les Antilles, comment les gens vivent. Tu prends claque sur claque et tu te dis, en fait la vie, elle n'est pas forcément celle que je m'étais imaginée. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis tu vois un monde défoncé, une emprise de l'homme aux quatre coins. J'ai réitéré après, et donc que ce soit sur les continents, les océans, en fait, voilà, l'homme est partout et a un impact. On est un prédateur pour l'environnement, des fois pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et en fait, c'est la dose. On est très nombreux. Et donc du coup aujourd'hui on peut pas avoir un mode de vie où en fait on surclasse les potentiels que peut nous fournir la nature. T'as pas eu peur de partir? Alors c'est peut-être une de mes caractéristiques. Il y a toujours la petite angoisse. Est-ce qu'on va vraiment rentrer? Est-ce qu'on va vraiment le faire? Mais je crois que je suis un super optimiste de nature. Et j'ai assez confiance pour à chaque fois me prendre une tôle, me relever. Et donc en fait on part. Je peux quand même t'avouer ça. La première navigation, on part de Mortagne-sur-Gironde sur la Gironde et on traverse jusqu'au le golfe de Gascogne, jusqu'à la Corogne. Et on se prend, franchement, on sait à peine faire de la voile en hauturier. Et du coup, on se prend un gros coup de vent, on est brassé. Camille, mon petit frère, du coup, vomit tout ce qu'il peut. Je suis un peu le seul à la fin. Et on finit au milieu de bateaux de pêche qu'on m'aime pas, qu'on voit pas, qu'on évite au dernier moment. Enfin, vraiment un truc un peu compliqué. Et on se pose à la Corogne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, vachement de mal à s'en remettre. Et se dire, non mais vraiment, on va faire un tour de l'Atlantique pendant 1 an. Et en fait, fort de ça, on s'est dit, mais oui, en fait, on débriefe, on se dit, faudrait plus. Et en fait, on s'est appris un peu plus. Et les mois ont passé et on a commencé à kiffer, rekiffer. Et l'année a été trop courte. Voilà, on s'est dit, mais on rentre, on est obligé de rentrer parce qu'on avait fixé un petit peu le cadre comme ça. Et on attendait qu'une chose tous les deux, c'est de repartir. Génial. Et alors, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui se disent je vais tout arrêter, je pars 1 année sabbatique, mais il y en a très très peu qui le font. Au final, un peu comme l'entrepreneuriat. Enfin, je juge pas du tout parce que chacun a sa vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui justement ont ça en tête en se disant ah non mais je peux pas tout lâcher en fait, tu vois, c'était ton cas, t'as un job de cadre, t'as une vie, t'es dans un certain engrenage, arrêter tout ça peut faire très peur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense que c'est une vraie question. Moi j'ai eu la chance d'avoir ce déclic tôt, il n'y a pas d'âge vraiment.
Mais j'ai remis cette valeur dans Midi Peace, c'est ce que j'appelle, c'est l'empowerment, c'est la reprise du pouvoir. Ouais. Vraiment, ça apporte une confiance, une liberté. Il n'y a pas d'autre. Pour moi, c'est une émotion. C'est pour moi l'émotion une des plus fortes qu'on peut avoir. C'était sur l'avant de ton bateau ou sur ton vélo et tu cries et t'es heureux et t'es libre et tu vas où tu veux et t'as personne qui te dit comment tu dois vivre. Ouais. C'est une sensation pour moi complètement incroyable. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce qui est difficile, c'est pas tant le voyage, c'est la décision de le faire et d'y aller. Et en fait, il faut le faire. Jamais on regrettera. Et au pire, tu pars et tu rentres 2 jours plus tard. Et alors, tu auras vécu quelques sensations. C'est pas tous les jours facile. Il y a beaucoup de remises en question, etc. Je pense que c'est des processus. Et donc à ces gens-là, j'ai envie de dire, mais putain, allez-y, jamais vous regretterez, jamais. Ça, c'est un petit peu la philosophie bouddhiste que j'ai traversé l'Asie à vélo, donc forcément, j'ai un peu discuté. Et c'est vraiment cette philosophie d'être la meilleure version de soi-même, développement personnel, etc. Mais c'est tellement vrai, en fait, on n'a qu'une chose dont on a la responsabilité dans notre vie, c'est de se développer soi-même. On ne va pas développer les autres, on ne va pas les changer. On a juste besoin de prendre soin de soi-même. Et donc, pour moi, la vie est parfaite et la vie te présente exactement ce que tu as besoin. Donc, en fait, si c'est trop ci ou pas assez ça, ou la vie va t'amener à vivre des choses qui doivent te faire évoluer. Et si tu veux pas évoluer, c'est pas grave. Elle va te représenter encore la même chose. Et si tu veux encore pas, encore pareil. Et des fois, de plus en plus fort. Donc, en fait, pour moi, la vie, elle est parfaite, elle est géniale. Il faut juste mettre les bonnes lunettes. Et donc, voilà, toutes ces peurs, finalement, ces croyances ne sont que des obstacles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ouais. Et je pense qu'il faut, à un moment, se prendre son courage de main et tenter. Au pire, on revient dans une zone maîtrisée de confiance. Et ces petits allers-retours font que le cercle, en fait, de maîtrise augmente et vous sentez vraiment vivant. Ouais. T'en retiens quoi de cette année à naviguer ? Voilà, maintenant ça commence à faire quelques années. C'est vrai que la mémoire sélectionne les souvenirs, mais vraiment cette rencontre, je pense que je mettrais rencontre humaine en premier. Culture, des familles sur l'eau, des petits pêcheurs de bord de côte, des gens mais tellement touchants, enfin incroyables de vie, d'ingéniosité, des modes de vie. Enfin voilà, j'étais complètement bouleversé par ces gens-là. Et en bateau, on arrive dans le cœur des villes. C'est ça qui est génial. C'est par exemple, tu arrives à Lisbonne. Ben en fait, tu remontes le fleuve et tu te mets dans la marina centrale et tu as ton camping-car au milieu de la ville. Et en fait, tu as toujours ton lieu de vie qui est en plein milieu du best spot, du sweet spot. et du coup, tu peux être à côté de pêcheurs sénégalais avec tout ton confort. Tu vois, tu as tout ce que tu veux. Tu as même accès à ton ordinateur et presque Internet. Et donc, en fait, tu peux avoir des pauses où tu te replies chez toi. Voilà. Donc, vraiment, la rencontre. La liberté, mais j'en ai déjà parlé, je ne veux pas en remettre une tartine, mais voilà, cette sensation de partir sur les mers, d'aller un peu à droite, à gauche, avec des aspects aussi compliqués. Hein. Gérer de la météo, on a eu quelques problématiques, des fois un peu hostiles, et on a dû des fois déguerpir beaucoup plus vite que prévu, parce que ça ne se passait pas comme on avait prévu. Voilà, et puis un bateau, il y a aussi cette obsession de, même quand on le laisse et qu'on part à pied sur la terre, on a beaucoup randonné, on posait le bateau souvent et puis on partait quelques jours. Et pendant ce temps-là, on a quand même l'obsession du bateau. Si le vent tourne, s'il y a du mauvais temps qui arrive, on sait qu'on doit rentrer. Donc, cette obsession, donc la liberté, il faut aussi la compenser. Et puis dernière chose, je pense que vraiment cette conscience que d'un côté l'humain peut faire des choses complètement désastreuses. Voilà, le pire exemple, je pense que c'est la guerre. Moi, je suis profondément aujourd'hui antimilitariste. Enfin, c'est quelque chose qui me... Je pense que vraiment, quand on fait un travail sur soi, on se rend compte de la connerie de mettre autant d'argent, de techniques. Et les arts et métiers, ils sont probablement pour quelque chose, hein, mais de voir en fait où ça mène dans la construction mentale et sociétale. Donc voilà, ça, c'est le pire aspect de l'humain. Et en même temps, dans le meilleur de ce qu'on est capable de faire dans des sursauts, des ressources insoupçonnées, et de faire de 3 fois rien des merveilles, quoi. Ouais. Tu l'as dit, t'es revenu, t'es reparti, cette fois-ci à vélo. Pourquoi repartir et pourquoi à vélo ?
Ouais. Et pourquoi cette destination aussi? Oui, alors là, c'est encore une autre histoire dans l'histoire. Ouais. En fait, je me mets avec ma compagne à l'époque, voilà, qui nous rejoint à Cuba pour 3 semaines. Puis elle repart en avion et je rentre et on se dit tout de suite, moi je rentre et je dis je repars. Et puis elle me dit ouais mais moi tu sais le bateau c'est pas trop mon truc. Tu sais j'ai fait une semaine de vélo, franchement ça m'a bien plu. Ouais. On tente. Et puis en fait Comme j'adore, tu sais, j'imagine que c'était un peu plus long que ça, mais juste la phrase, tu ouais sais, ça- ok, on part pour 2 semaines. non, non, en fait ça s'est pas J'imagine. fait, ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Il y a eu le choix du vélo, on est parti en tandem. Ouais. Donc en fait, ouais, c'était un vrai choix. Et puis elle le raconterait mieux que moi, mais elle dit toujours, franchement, j'ai hésité, mais on a acheté ce tandem, on l'a essayé, et là je me suis dit que j'étais capable de partir au bout de la planète parce que tu as vraiment cet esprit d'équipe, le fort aide le faible. Je vais pas la laisser sur le bord de la route, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs. Mais, mais en même temps, le tandem, c'est aussi ce côté où faut toujours parler, c'est pour démarrer, pour s'arrêter. C'est Ouais. vraiment une partie d'équipe qui est très intéressante. On va Mm. chercher ses limites, mais qui prend une énergie folle. Il faut tout discuter, il faut toujours être ensemble. Et donc voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais juste faites un week-end en tandem et vous Tester allez d'abord. comprendre. Voilà, ça. C'est un peu qui tout double, Voilà. mais Et donc tester du coup, d'abord. pourquoi donc on se dit on repart en voyage et Ouais. Virginie à cette époque-là, un copain qui s'est engagé moine bouddhiste en Thaïlande. Et on se dit, on va prendre le tandem, on y va, on fait une petite balade, on va aller le voir, et puis après on revient. Donc on avait prévu un parcours plutôt par le nord, donc par Moscou, Ouais. Europe du Nord, Moscou, Irkoutsk, traverser la Mongolie, la Chine. On va jusqu'en Thaïlande, et puis après on revient par Asie centrale, pays en stand, Turquie, Ouais. machin. Et en fait, l'histoire a fait qu'on est allé jusque là-bas plutôt par la voie nord, donc un gros bout de pédalage jusqu'à Moscou, transsibérien, et puis après on pédale pas mal sur lac Baïkal, Mongolie, Chine. Là on accélère un peu parce qu'il fait froid, donc on prend quelques bus, on descend plus au sud, et on traverse Yunnan, Sichuan, Yunnan, et on rentre en Asie du Sud-Est, là, voilà. Du coup, Laos, Thaïlande, Vietnam. On reste chez Alex, donc dans un Wat, donc c'est un monastère bouddhiste, c'est moine de la forêt. Bon, là, pareil, on reste un mois, on est complètement décalqué, quoi. Ça nous plaît beaucoup et on se dit, mais. Et là, on décide de ne pas rentrer et de continuer. Ok. Voilà. Donc là, c'est au bout de combien de temps? De pour d'un an. Au bout d'un an. Ok. Voilà. Donc vous étiez donné 1 an pour aller là-bas Voilà, un an et pour. après rentrer. Voilà, on s'était dit, normalement, ça devrait rentrer en 20 mois. Ouais. On s'était cadré ça. C'est aussi dans la tête, c'était. Alors, on avait tout quitté. C'est-à-dire, on n'avait plus de taf, plus de maison, plus de voiture. On avait mis les meubles chez les parents. Et moi, c'était important dans la tête, ce que j'avais vécu sur le premier voyage, c'est date de retour. Donc, en fait, tout est organisé autour de ça. Ouais. Et moi, dans la tête, c'était important de ne pas avoir de date de retour. Hmm. Un peu d'argent sur le compte en banque, se Ouais. dire si on doit travailler pour continuer, on est libre. On fait ce qu'on veut, et puis on verra comment ça se présente. Hmm. Et donc, on part sur une deuxième année. Et là, Virginie me dit, moi quand même le vélo, j'en ai marre. Et donc, en fait, on décide de converger vers l'Australie en se disant, là-bas, on verra si le vélo peut passer, mais on a quand même l'idée d'acheter un van et puis de prendre, d'avoir un autre rythme de voyage. Et le deal, c'était de passer beaucoup plus de temps dans des lieux parce qu'on avait zappé pendant un an. On racontait notre histoire, puis on restait des fois une nuit, 2 nuits, 3 nuits, grand maximum, puis on continuait tout le temps. Une sorte de fuite en avant Ouais. qui était sur des relations très intéressantes, très intenses, mais très ponctuelles, et on avait besoin de rester un mois quelque part. Donc ça a été plutôt ça l'Australie. On s'est posé à plusieurs endroits, dans des projets, donc du woofing, des choses comme ça, des constructions, des rencontres, des activités, et pour finir par reprendre le vélo à la fin, sur la Tasmanie. Et puis en fait on est rentré parce que déjà on en avait Virginie en avait bien marre. Moi j'aurais bien voulu continuer, mais et puis c'est pointé un petit garçon, voilà. Donc voilà, c'est ça qui nous a fait rentrer. Ouais. Et du coup on a donné naissance en France en rentrant, et je pense que ça a changé de vie. Forcément. Donc on se tape au retour. Alors je dis on se tape parce que moi, j'étais pas forcément dans l'idée de rentrer comme ça, mais 2 ans sur les routes, petit garçon, plus on atterrit, voilà, pas forcément chez nous. Enfin, on avait d'autres projets, on avait essayé de préparer le retour, mais ça s'est plus ou moins bien fait, on va dire. Moi,
enfin vraiment, j'arrivais plus à travailler pour un employeur en me disant je vais quand même pas aller travailler pour Total ou je vais quand même pas reprendre ci. Et donc pas mal de tentatives et donc un moment pour moi de brainstorming intense et de recentrage, de dire mais en fait quitter, qu'est-ce que tu veux et envie de changer complètement de mode de vie. Et en même temps, en revenant dans une société où toi, tu as évolué, tu as 3 ans de voyage. Donc toi dans la tête, tu es parti des années-lumière et les gens te remettent où tu étais il y a 3 ans. Et donc il y a cette lutte de qui t'es vraiment en fait, qui t'es devenu. Et moi, je pense que j'étais en dépression, clairement. Enfin, je ne le disais pas comme ça à l'époque, mais vraiment une quête de sens très très intense, de savoir où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire. Et je pense que Midi Pile, en fait, c'est ma thérapie. J'allais dire, t'as fait comment? Et donc t'as entrepris. Est-ce que c'est... Voilà, j'imagine que c'est pas que ça parce que non, c'est pas... mais je pense que j'avais toutes les graines pour le faire. Et puis dans le voyage à vélo, moi j'avais passé un CQP technicien cycle, donc c'est une qualification professionnelle vélo. Juste avant de partir, avec une bourse. Donc ça m'avait été payé. Puis j'étais allé faire un stage en République tchèque sur un atelier de vélo mobile, donc des vélos couchés carénés. Donc j'avais déjà ces idées de véhicules un peu alternatifs. Et sur notre voyage, on a visité beaucoup de workshops, d'ateliers de fabrication de vélos spéciaux. Donc en fait, pendant 2 ans, j'avais toujours ce petit projet en tête qui a fait que grandir, qui m'a beaucoup occupé l'esprit. Et donc en fait, quand je rentre, j'ai déjà prévu pas mal de choses et je sais un peu comment je vais faire. J'y ai beaucoup réfléchi. Voilà. Et donc je pense qu'il ne m'a pas fallu grand-chose pour me pousser. J'ai fait les bonnes rencontres en arrivant sur Angoulême. Et puis le projet a démarré fin 2019. Ouais. Je reviendrai là-dessus juste après. Je vais revenir un petit peu sur le vélo. Ça fait quoi de voyager lentement? Enfin, lentement, tu vas me dire, attends, je mettais des coups de pédale quand même, mais qu'est-ce que ça fait de... Puis même, tu as vu des facettes du monde complètement différentes sur ta route. Ouais, je crois que c'était notre force. On n'était pas du tout attiré par les villes et les zones touristiques, même si on y allait des fois, notamment quand il y avait des copains, la famille, machin. Puis ça faisait du bien aussi, mais on a essayé d'aller vraiment au fond, au profond, là. Et ouais, je trouve que le vélo est un moyen incroyable. C'est pas la marche à pied, donc on arrive à faire des distances qui peuvent être jusqu'à 80-100 km jour, donc quand même on se déplace relativement vite. Si tu as du mauvais temps ou tu as l'hiver qui arrive, tu arrives quand même à dégager et à avancer. Et en même temps, tu es à la vitesse du monde. Et donc sur une bord de route, ce qu'on fait jamais en voiture en fait. En voiture, même les portes ouvertes, même en décapotable, tu es quand même dans ta voiture, tu es presque dans ton salon. En fait, tu es chez toi, c'est un espace privé, et puis tu regardes le monde défiler. Tu serais dans ton salon à regarder la télé, ce serait presque pareil. Mais là, le vélo, tu es dans la prise avec les éléments, et je pense que vraiment, tu t'arrêtes tout le temps, tu regardes. Et du coup, la même route, en fait, tu vis pas du tout la même chose. Et tu la vis dans ton corps. Les dénivelés, tu les as dans les jambes. La vitesse de descente, tu l'as sur ta face. Tu vois, tu te prends le vent. Et puis, tout ce qui va être l'autour, c'est-à-dire, t'as des fringales. Tu dois bouffer, tu dois trouver de l'eau. Tu passes ta journée. Des fois, tu dors sous des ponts. Tu dors où tu peux. Tu demandes de l'aide. Et tu es complètement dépendant. Et c'est là que je voulais arriver. En fait, tu as une dépendance que j'avais pas sur le bateau. Où en fait j'avais mon camping-car globalement. Tu as une dépendance où tu peux pas être seul. Tu es obligé d'aller vers l'autre. Tu peux pas te débrouiller tout seul. Et donc ça t'oblige tous les jours à avoir des interactions. Et pas forcément facile. Des fois tu as envie d'être tranquille. Parce que tous les soirs tu te fais accueillir. Les gens disent mais qui vous êtes ou qu'est-ce que vous foutez? Et donc en fait tous les soirs tu racontes pendant 1 an la même chose. Exactement. J'exagère, mais dans l'idée c'est un peu ça. C'est exactement ça. Tu racontes ton histoire tout le temps, et puis tu vis par procuration la vie des autres. Les gens te racontent aussi leur histoire. D'ailleurs, c'est fou, mais j'aurais tendance à dire que 80-90% des gens sont plus concentrés à raconter leur propre histoire qu'à t'écouter, et c'est aussi génial. Mais d'avoir un lien direct avec la France. Ils ont des Français dans leur jardin qui tapent à leur porte. Et ce qui est dingue, c'est que les gens ont tellement besoin de parler. Tellement. Et partout, fin fond de la Russie, aux 4 coins de la Chine, je sais pas, on est allé dans des endroits paumés, je me souviens de, je sais pas, des bananeraies, on fait 3 km à monter la montagne, et on parle pas un mot, ils parlent pas anglais, je parle pas chinois, on parle qu'avec des onomatopées, des dessins, et une rencontre tellement folle, et voilà, je pense que c'est indescriptible ceux qui l'ont pas vécu, mais voilà, moi je reviens avec beaucoup d'humanité, et c'est ça le voyage vélo, je trouve ça génial parce que tu es vulnérable, et donc tu es obligé de ton attitude d'ouverture et vulnérabilité forcément un impact sur l'autre. Et du coup il va voir que t'es pas là pour lui chourer des trucs, t'es pas là, t'es pas en guerre, t'es hyper ouvert, t'es souriant.
franchement, tu pues la mort. et du coup, il ouvre son cœur, il ouvre sa porte. Combien de fois on a dormi dans les lits des gens? Combien de fois on est reparti, on n'avait pas assez de sacoche pour prendre la bouffe qu'ils nous donnaient? Combien de fois on a vécu des fêtes de famille, des mariages, Voilà, c'est ça aussi. Les gens sont géniaux aux quatre coins de la Terre. Que ce soit des Russes, des Chinois, des Australiens ou des Belges, tout le monde, voilà, dès que vous ouvrez votre cœur, les gens sont incroyables. Et c'est ça l'humain en fait. Au lieu de voir nos différences aujourd'hui et du repli identitaire, et c'est un vrai fonds de commerce, pourquoi verrions-nous pas nos points communs? Ouais, complètement, c'est beau. 2019 Midi pile. Tu le dis, donc tu as vu un petit peu toutes les mobilités, et puis tu l'as dit, tu as regardé un petit peu tous les magasins qui existaient de vélos, etc., de réparation. Comment t'en viens à cette... Enfin, si, on l'a un petit peu, mais qu'est-ce qui fait que tu y vas, quoi, au final? Parce que tu l'as dit, le déclic de dire je ne vais pas bosser pour quelqu'un d'autre, j'ai ces idées-là en tête, mais tu aurais pu partir sur autre chose. Voilà, pourquoi ça? Alors, tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu as toujours, c'est l'iceberg, tu as toujours les raisons officielles. Exactement. Et après, tu as toutes les officieuses. La partie immergée. C'est ça. Je pense qu'on a parlé quand même pas mal d'officieuses. Il y avait plus envie de travailler pour un patron, il y avait voilà, donner du sens tous les jours à ce qu'on fait, avoir un vrai impact, être complètement bouleversé par l'état du monde. Il y a, voilà. Les officiels, c'est de dire on a une industrie automobile qui va dans le mur. Et franchement, ils le savent. C'est-à-dire les grands dirigeants de cette industrie, ils sont parfaitement en conscience de ce qu'ils font. Pourquoi tu dis ça? Enfin, parce que tu as échangé avec eux, tu les as rencontrés ou alors pas directement, très honnêtement, j'aimerais beaucoup. Peut-être s'il y en a un qui nous écoute. J'aimerais parler avec des capitaines d'industrie ici qui sont difficiles à rencontrer, mais donc j'ai pas pu le faire, mais j'ai quand même discuté avec des gens très très haut placés dans ces industries et tout le monde sait depuis 15 ans que c'est un modèle qui est à bout de souffle et qu'il faut changer. Mais comment changer quand c'est 10% des emplois en Europe, quand c'est des machines qui sont lancées sur 15 ans, quand tout tourne autour de ça, comment changer une industrie avec les crises que ça va engendrer? On voit bien, on change 2-3 petits paramètres et tout explose. On change le prix du carburant de quelques centimes, tout explose. Enfin, on en est là. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il faut faire des changements complètement hallucinants. C'est que changement de paradigme, c'est pas rien. C'est-à-dire, on change complètement la structuration, la culture, la façon de faire, l'usage, et il faut le faire là tout de suite maintenant. Et on n'a pas 10 ans, quoi. Et donc Midi Pile naît là-dessus. C'est l'histoire d'urgence, urgence climatique. Il est l'heure, il faut passer à autre chose. On n'a plus le temps. Voilà. Et je pense que j'arrivais avec une envie très forte, des idées assez fraîches. Et avec l'intuition depuis très longtemps que ce véhicule dit Optima, alors on l'appelle véhicule intermédiaire. C'est juste, on se compare. Il y a un mot que j'aime bien, c'est un écotone. En fait, c'est un écosystème à la limite entre deux écosystèmes. C'est-à-dire, par exemple, on sort d'une mangrove et on rentre dans une forêt ou une forêt vers un champ. Voilà, on a un écosystème hybride entre les deux. Et nous, c'est ce qu'on essaye de créer. On essaye de prendre le meilleur des deux mondes et de créer en fait une nouvelle oasis, un nouvel écosystème avec toute sa structuration industrielle, ses usages, etc. Et de faire converger des usages qui sont faits plutôt dans l'automobile aujourd'hui vers ces nouvelles mobilités. Donc je suis vraiment dans cette intuition-là au démarrage. Et les premières années, ça va être poser un prototype. C'est de dire, en fait, il va ressembler à quoi ce véhicule? Franchement, on ne savait pas. On savait qu'il avait 4 roues. On savait qu'on voulait mettre des pédales, on savait qu'il y aurait une assistance électrique, mais franchement, quel usage, comment moi, à titre perso, j'avais donc ce tandem pour voyager, mais j'ai à la maison des remorques, j'ai vélo cargo, vélo mobile, donc des vélos couchés carénés. Bon, on a tous, finalement, tu as 5 vélos pour répondre à tes besoins du quotidien. Tu as même le vélo que tu poses à la gare pour pas te le faire voler. Qui peut avoir 5 vélos dans son garage? Donc en fait, non. Tout le monde n'a pas un garage. Voilà, il y a quand même pas possible. Donc en fait, c'est quoi ce véhicule optimum? C'est quoi ce véhicule que tout le monde a besoin et qui, en dehors des considérations de structuration industrielle, de société, d'injonction, de coût, de tout ce que tu veux, qu'est-ce que si on devait repartir d'une feuille blanche, à quoi il ressemblerait? C'est ça qu'on a fait, quoi. On s'est reposé ces questions. On est allé sur le terrain. J'ai discuté, mais je ne vais pas dire milliers, mais au moins des centaines d'heures avec tellement de gens.
Et plus en fait on se faisait voir, et plus les gens appelaient ou envoyaient des mails. J'ai passé des heures et des heures et des heures au téléphone pour écouter, comprendre pourquoi, comment les gens font leur choix, comment les gens vivent, comment les gens se déplacent. Et franchement, que tu sois à la campagne ou à la ville, tu as deux vies qui n'ont rien à voir en termes de déplacement. Est-ce que tu as accès à des transports en commun ou pas? Franchement, la vie en urbain ou en rural, tu es complètement dépendant de ta voiture. Comment tu fais 45 bornes pour aller bosser? Comment tu fais? T'as pas de train, t'as pas de bus, tu peux faire du stop, mais ça va 2 secondes. Voilà, donc tu es obligé, tu es enchaîné à ta voiture, tu es obligé de l'avoir. Mais du coup, c'est quoi la voiture du futur? Et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on est à une époque, on parle beaucoup de véhicules autonomes, on a SpaceX, conquête de la Lune. Et en fait, moi, j'arrive avec une proposition, on dit le véhicule du futur, en fait, il est moins 10 ans, il est plus petit. Il est plus léger, il est plus économe, et tout le monde me rigole au nez. Je te promets, faudrait reprendre les écrits et les interviews de l'époque, mais il y a un côté très déstabilisant, il faut acculturer, il faut expliquer. 2020, 2021, 2022, les mentalités ont beaucoup évolué dans un temps record, et en fait, on a commencé un peu avant tout le monde. Voilà, je pense que j'avais une intuition, donc on ne veut surtout pas perdre notre avance et avancer encore plus fort. La suite, évidemment, je ne la connais pas, mais moi, mon intention, c'est de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de bousculer une industrie auto. Je suis personne, j'ai pas de moyens, mais j'espère que juste l'histoire va nous permettre de prouver ce qu'on sait faire et puis de commencer une très très belle aventure, et c'est en train de se faire. Donc tu vois, plus on veut, plus on peut. Exactement. Donc c'est complètement dingue d'ailleurs. Tu vois, c'est un autre enseignement des voyages. C'est à partir du moment où tu l'as décidé, en fait, qu'est-ce qui peut t'arrêter, quoi. Et nous, si on loupe, on recommencera. Et si on reloupe, on recommencera. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tant que tu vis, en fait, tant que ça ne te tue pas. Enfin voilà, et puis tu vois, si c'est des problématiques d'argent, l'argent c'est fluide, c'est qu'une convention sociale. Moi je suis assez détaché de ça. Je veux dire, s'il faut lever des millions pour faire ça, on va lever des millions pour faire ça. Mais si on n'a pas besoin de millions, on n'a pas besoin de millions. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a un rapport travail, argent. On est une société qui s'est construite aussi avec tout ça. Mais j'ai pas vraiment de problème avec ça. Franchement, quand tu as vécu 2 ans sous les ponts, tu as besoin de quoi à la fin? Tu as besoin d'une sacoche, un beau sourire, une ouverture vers les autres. Et s'il faut aller planter des patates ou aider un tel en échange d'un peu de bouffe, en fait, tu le fais, et tu le fais avec le sourire. Ouais, carrément, c'est chouette. Je t'écoutais en même temps, je préparais ma prochaine question, mais elle m'est sortie de l'esprit, c'est pas bien grave. Là, je peux continuer si tu veux. Non, mais je reviens là-dessus. Si, nous expliquer concrètement comment il fonctionne ton véhicule. Alors, parce que moi je l'ai vu, et puis je le partagerai évidemment à la sortie de l'épisode. Mais pour que les gens l'imaginent. Et alors attends, le 9 et 13 juin, si tu allais peut-être y penser, mais avant que j'oublie, au cas où, on ira après. Effectivement, on fait un lancement que l'épisode sortira avant, du nouveau véhicule, le 9 juin sur Angoulême et le 13 juin sur Bordeaux-Darwin. On va montrer en fait l'évolution d'un véhicule qui est assez représentatif de la version série qui sera vendue 1 an plus tard. Mais on peut l'essayer, on peut l'avoir, on peut toucher, et vraiment on se projette. Enfin voilà, ce sera possible de se dire mais comment moi je vais transporter, parce que c'est pour de la logistique urbaine. On commence par ça. Donc comment je vais transporter mes colis, mes palettes, mes biodéchets. Donc c'est vraiment une occasion assez sympa de venir toucher le produit et de se l'approprier. Donc pour revenir sur la question, ça ressemble à quoi? Voilà, on se l'imagine, c'est un quadricycle, donc c'est un véhicule à 4 roues. On va pas sur le 2 roues ou le 3 roues parce que c'est le désavantage du vélo, c'est aussi son avantage. Ça fait quelque chose d'assez magique, d'assez léger, mais en termes de stabilité, évidemment ça a plein d'inconvénients. Donc on reste vraiment sur du 4 roues, ce qui nous permet d'aller plus vite, qui permet de prendre des prises de quart, donc c'est-à-dire des virages beaucoup plus rapidement, et d'avoir un monde finalement où la vitesse est suffisante pour pas tout changer. On aimerait tous rouler à vélo, mais franchement, si vous devez faire 40 bornes, il vous faut un peu de temps. Et en fait, le fait de rouler un peu plus vite finit par être plutôt cohérent, plutôt consistant par rapport à notre mode de vie. Je ne désespère pas qu'on soit tous cyclistes un jour, et probablement qu'on le sera beaucoup plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut faire la transition, et on est bien dans ce souci-là de faire des véhicules qui sont un peu proches de ce qu'on connaît pour faire la transition, et on ira sur des véhicules beaucoup plus agressifs et beaucoup plus proches du vélo dans un deuxième temps. Mais vraiment, on a ce souci-là de ce qu'on appelle top-down, c'est de faire descendre les gens des voitures pour aller vers le vélo. Donc quadricycle, après il est carrossé fermé. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un habitat confortable, sécurité. On a une ceinture, une crash box, donc des éléments de sécurité passive, une sorte de cellule qui vous protège.
et on voit comment le vélo, on est vulnérable dans la circulation, et c'est souvent pour ça qu'on le prend pas, parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais peser contre une voiture, un camion ou tout ce qui passe dans tous les sens. C'est globalement pas encore adapté en ville, voilà, en milieu rural, n'en parlons pas, mais en ville, c'est pas encore génial, quoi. On voit vraiment, les associations de cyclistes le montrent tout le temps, c'est que les infrastructures sont un préalable au développement du vélo, et on peut pas attendre, en fait. Donc nous, on s'est dit vraiment, qu'est-ce qui fait que les gens vont pédaler ? Bon, ok, véhicules qui roulent sur la route avec une carrosserie comme ça, ils sont protégés, et ils pourront quand même commencer à pédaler. Voilà. Et ensuite, donc cette carrosserie, on s'en sert pour mettre du photovoltaïque. Il y a un design parti pris, vous regardez à quoi ça semble, mais nos angles d'attaque, excusez-moi pour les anglicismes, mais il n'y a pas forcément les mots en français, c'est carry over, et design to cost, ça veut dire carry over, c'est on prend sur étagère. C'est-à-dire qu'on a vraiment imaginé un véhicule pour qu'il coûte pas cher. Donc en gros, qu'est-ce qu'il existe déjà ? On prend et on intègre. Voilà. Et après, en design to cost, c'est-à-dire designer pour que ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'on a des portes plates, parce que on n'a pas de moule, ça se stocke bien, ça se répare bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc ça donne un look assez spécial. Vous verrez, il y a d'autres véhicules, on n'est pas les seuls, il y a d'autres véhicules qui sortent un peu sur ces principes. Et donc en fait, on revisite un peu le design automobile sur ces considérations-là. Il faut en plus que ce soit réparable. Donc en fait, ça fait des designs complètement nouveaux, qui sont un peu... Voilà, qui empruntent des codes un peu de ce qu'on connaît, mais qui vont aussi visiter des matières brutes, qui vont visiter... on a l'impression que c'est plus ou moins fini, mais parce que derrière, en fait, on n'a pas besoin d'éléments, par exemple, de carrosserie qui servent qu'à faire beau. Nous, on prend le parti pris de les virer, quoi. On n'en a pas besoin. Ça fait de la masse, ça fait des émissions de CO2 pour les fabriquer, ça fait du prix. Et puis derrière, si on n'en a pas besoin, en fait, on les vire. Et donc, ce véhicule, donc, il a une plateforme, donc carrossé fermé, on vient de l'imaginer. On a une position semi-couchée, avec tous les équipements de sécurité d'une petite voiture. Soit on pédale pas. On a les deux versions. Et derrière, sur la partie arrière, donc c'est un peu notre polyvalence et notre proposition de valeur différenciante, c'est qu'on commence sur du cargo, donc on va pouvoir mettre des caisses, des palettes, tout ce qu'il faut pour transporter jusqu'à 300 kg de charge utile, 1 mètre cube. Et on va avoir une version assez vite, une version de transport de personnes, 2 places. Et donc on se déplacera en tandem, duo, 2 places l'une derrière l'autre, sur le même châssis. Ce sera disponible à peu près aux alentours de 2025. Et nous, on imagine sur ces mêmes briques technologiques, donc tout le développement qu'on est en train de faire, de décliner toute une catégorie de véhicules. Donc des véhicules plus famille, des véhicules plus sportifs roadster, des véhicules moi que j'appelle adventure, pour justement repartir en voyage, partir en week-end à 45 km/h, mais avec l'idée un peu du camping-car, où on a des logements, on a plus de panneaux solaires, on est un peu plus confort, on est plusieurs à pédaler. Et en fait, ça fait une vraie aventure de déplacement. Aller sur du handisport, aller sur des véhicules 4x4 pour répondre en fait aux besoins des exploitations agricoles, par exemple. Donc, c'est de revisiter finalement une nouvelle catégorie avec tous les modèles et tous les usages, mais toujours avec cette idée de 4 roues carrossées, simple, léger, pas cher et réparable. Vous avez gagné plusieurs prix récemment. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu plein. Il y en a eu notamment un de l'ADEME aussi, il n'y a pas très longtemps. Un à la Autonomy Mobility World Expo à Paris. Ça fait quoi de gagner des prix ? Et première question, parce qu'après sinon j'en fais 4 en une. Je suis pas trop pris, tout ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça qui fait la valeur du projet. Moi, ce qui fait ma valeur du projet, c'est des clients contents. Des gens qui disent putain, ça m'est arrivé tellement de fois. Et moi, c'est mon carburant. C'est j'avais la même idée que vous, j'ai jamais eu l'occasion, mais c'est tellement génial que vous faites. Et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Voilà, moi, c'est ça mes trophées. Après, les trophées, c'est juste on est entre nous là. Quasiment, t'as un micro dans la main, mais on est quasiment entre nous. Entre nous, c'est juste pour dire, on a des partenaires autour de nous pour qui c'est important. Et donc, moi, je me conforme un petit peu à ça, c'est de dire, on montre qu'on est primé parce que ça a vraiment de la valeur et de l'intérêt. Et derrière, c'est juste une preuve que ça a de l'intérêt. Et il y en a pour qui ça compte. C'est pas mon tri, mais c'est pas grave. Mais je le fais pour ceux pour qui ça compte. Et donc, on est obligé de le faire un peu. Voilà. Et puis en visibilité aussi, j'imagine. Mais évidemment. Des fois, d'ailleurs, je sais pas si on n'est pas plus une agence de communication qu'un constructeur automobile, mais il y a un petit peu cet aspect-là qui est hyper important. C'est acculturé. Moi, je j'ai pas la comment dire ça, la présence. Enfin, je m'improvise pas comme quelqu'un qui va
éduquer un marché. Voilà, j'entends ça souvent et ça me fait un peu vomir. Les gens font bien ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est qu'on ne connaît pas. Et franchement, on peut faire tellement de choses avec un vélo ou un super vélo qu'on n'a plus besoin de la voiture. Moi, aujourd'hui, avant midi pile, franchement, la voiture, je m'en sers pour le taf, pour le boulot. Mais entre une vélo mobile, on peut faire facilement 80, 100, 150 km dans une journée. C'est quelque chose de possible avec une petite assistance électrique. Vélo cargo pour tout ce qui est 10, 15 km autour de chez soi. En plus, on se fait du bien, on dort bien, on est bien dans la tête, on a des moments de sas, de décompression. On peut le partager avec d'autres, on peut mettre ses gamins. Franchement, c'est une aventure incroyable. Moi, je me dis, mais pourquoi on s'enferme dans des voitures en fait, on se fait mal volontairement. Alors, c'est sûr, quand on a des grands trajets, c'est magique, on tourne la clé, on va où on veut, etc. Mais finalement, moi, l'aventure d'aller sur d'autres moyens de transport me plaît particulièrement. Et donc, du coup, ça rejoint la question des prix et de la reconnaissance. Ma reconnaissance, elle est dans le fait que j'arrive à vivre une vie sans avoir besoin de la voiture, on va dire, à haute dose. Je la prends, je vais être honnête, j'ai encore une voiture et on ne peut pas faire autrement. Mais mon idée est vraiment de m'en passer et de proposer à tout le monde de pouvoir s'en passer. Pourquoi ? Pas tant qu'il faut dogmatiquement s'en enlever, mais ça a de tels impacts. Regardez vos impacts CO2 sur une année. Donc on est en France aux alentours de 12 tonnes équivalent année. Regardez l'impact de votre voiture. Et en fait, vous avez déjà fait 30 ou 40% du chemin à parcourir si vous l'enlevez. Et franchement, l'effort pour l'enlever, oui, il n'est pas nul, il ne faut pas se mentir, mais franchement, il n'est pas aussi important que vous l'imaginez. Ouais. Comment tu fais pour changer d'échelle ? Parce que c'est ça l'objectif, j'imagine. Ouais. Alors, encore vraie question, c'est vraiment une question... Enfin, changer d'échelle, je dis pas que celle-ci n'est pas bonne, mais dans l'idée, c'est d'industrialiser aussi et qu'il y ait plus de monde qui l'utilise. Franchement, ça a été une vraie question au démarrage en se disant, est-ce qu'on fait une sorte de concept car plus, et un peu un véhicule d'exception pour montrer quelque chose et on créera une marque un peu à l'image de supercar ou de véhicule un peu d'exception. Petite affaire, probablement très rentable, et qui nous donne le loisir de faire autre chose. Voilà. On n'a pas choisi ça parce que justement, passage à l'échelle, on s'est dit mais non, en fait, si tu veux avoir un impact, il faut que tu industrialises et que tu utilises les codes de cette industrie. Et il faut le faire tout de suite et rapidement et avec une force comme jamais. Et donc, dans le monde des startups industrielles, il y a quand même pas mal d'accès, par exemple, à du financement bancaire. Levée de fonds, il y en a, mais pas forcément à cette dose-là. Et donc, nous, on est plutôt très rapide, très vif et aller chercher des moyens financiers assez importants. Pas tant qu'on veut faire une success story, une licorne, c'est pas du tout l'enjeu. Et puis, franchement, si on regarde dans l'histoire des gens qui ont marqué l'histoire de l'automobile, peut-être à part Henry Ford, ils se sont tous suicidés, finis dans l'alcoolisme ou ruinés. Donc, en fait, je te souhaite aucun des trois. Voilà. donc, en fait, c'est pas ça ma motivation. Elle est vraiment de faire un changement d'échelle, un passage dans un autre paradigme, de pousser les codes, de pousser à l'extrême les codes. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de repousser les limites des gens. Ils disent mais non, mais moi je peux pas quitter ma voiture. Attends, regarde, prends un midi pile, va chercher du pain. Il revient, sourire aux lèvres, l'expérience de roulage. Mais c'est quoi ce véhicule ? C'est quoi cette bombe ? Avec des mots forts, du sourire aux lèvres. Ah, excellent. Et voilà, c'est juste en fait c'est rendre désirable quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, pas vu venir. Et pourquoi la mobilité de demain, elle serait toujours punitive et elle serait pas sympa ? Ouais, c'est clair. On est d'accord. Tu as déjà donné quelques conseils rapidement pendant cet échange, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des personnes qui, et c'est un peu l'idée de ce podcast, tu vois, se disent, ils ont une petite voix qui leur parle, que ce soit pour aller faire le tour du monde ou pour lancer une boîte. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour que ce déclic, justement, et pour que ça se passe, en fait, pour que ça J'aurais envie de dire, j'ai souvent ça à mes acolytes là, des gens assez fous pour me suivre. Aussi on est 7 associés et on est une petite équipe de 10 aujourd'hui. Donc ils sont assez fous pour me suivre et je leur répète souvent la nature est bien faite. Je reviens à tout est parfait, mais on a tous une diversité de profils, d'expériences. La nature, elle est faite comme ça. Des gens qu'on dit handicapés, en fait, la nature, elle l'a voulu, elle l'a fait exprès. Parce que ça doit exister comme ça pour se poser des questions. Et c'est des tentatives, que ce soit d'ailleurs psychologiques, physiques, d'expérience de vie. Donc moi, je suis vraiment convaincu que tout est fait, tout arrive, rien n'arrive par hasard et que ces choses-là doivent être comme ça. Et donc j'ai envie de dire, tous les gens qui hésitent, qui se font éventuellement maltraiter par la vie, qui ne comprennent pas, en fait, faites-vous confiance.
et dites-vous que c'est parfait, que ce que vous avez vécu était ce que vous deviez vivre. Et donc maintenant, arrêtez de vous mettre du poids inutilement sur les épaules et vivez ce que vous aimez, ce que vous êtes. Jamais, jamais vous le regretterez, mais vraiment jamais. Juste sur votre lit de mort, vous direz j'ai vécu la vie que je devais vivre. Elle n'a pas été facile, mais au moins je regrette rien. Et donc allez-y. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas, pour moi, nous ne sommes pas là par hasard. On a une voie à découvrir et c'est le côté passionnant de la vie. Faites-vous confiance, kiffez et vous allez voir, la vie vous rend mais au centuple. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Énormément de choses. Je pense que moi, je me dis juste que la vie est trop courte et que j'aimerais vivre tellement de vie. Des fois, je me dis, je suis intéressé par ça. Je pense que c'est la passion, l'envie. J'écoute ce qui me fait du bien. J'essaie d'enlever ce qui me fait du mal, de ne pas aller là où ça fait mal et de garder vraiment ce qui me fait du bien et de le développer. Et du coup, d'orienter ma vie et du coup, de me lever chaque matin en me disant, OK, j'ai des trucs pas cool. Je commence par les faire. Et après, je kiffe. Et je fais ci, je fais ça. Et si on me propose et que ça me dit, des fois, on ne sait pas trop pourquoi. On n'y va pas forcément avec une intensité énorme, mais on se laisse guider par ce qui fait du bien. Ouais. Trop chouette. Benoît, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Je t'en prie. Et donc le 9 à Angoulême, le 13 à Bordeaux, Darwin, pour venir découvrir et tester peut-être aussi. Voilà, c'est ça. Donc on peut venir tester les véhicules dans l'après-midi à partir de 15h. Ouais. Donc sur Chrysalide à Angoulême, à côté de l'hôpital Girac. Et puis sur Bordeaux-Darwin, pareil, mêmes horaires. Et ce sera suivi d'un discours petit cocktail pour présenter un petit peu plus en détail le concept. Soyez nombreux. Yes. À très vite. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous l'aurez compris, rendez-vous le 9 et 13 juin pour tester le quadricycle développé par Benoît et ses équipes. Quand je vois le nombre de personnes seules en voiture, je me dis que clairement, avec ce véhicule, nous tenons quelque chose. Un bel épisode enregistré avec un passionné de la mobilité. Perso, ça me donne envie de passer les prochaines vacances complètement à vélo. Et je vous invite maintenant à partager l'épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et dites-le moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. Et d'ici là, profitez bien de la vie, faites du vélo, prenez les transports en commun et surtout, prenez soin de vous. À très vite!